Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Deuxième et dernier jour de dialogue à Diamniadio, les membres de la commission qui statuaient sur la date de l'élection présidentielle sont tombés d'accord sur le mois de juin, le 2 juin, plus précisément d'après Maître Djibril Loir. Et en ce qui concerne la requête des candidats recalés et ceux d'Ispolier, la commission chargée de réfléchir sur la date n'est pas contre la reprise partielle du processus électoral. L'autre commission conduite par le ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall, s'est aussi penchée sur l'après 2 avril. Ses membres ont tranché pour que le chef de l'État reste au pouvoir jusqu'à installation de son successeur. Ce dialogue, c'est donc 2 jours de concertation voulue par Macky Sall pour trouver un consensus autour d'une nouvelle date d'élection et régler à l'après-2 avril la rencontre boycottée par 16 des 19 candidats validés a réuni plusieurs membres de la société civile et des acteurs politiques et autres autorités religieuses. Quel est l'avis des Sénégalais sur ce dialogue? Reportage à suivre dans cette édition. Et comme tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Ce sera en fin de journal avec Aïssa Doukan qui nous emmène à la rencontre ce soir d'un vendeur de parfums. La date du 2 juin retenue par les membres de la commission qui devait statuer sur la date de l'élection présidentielle au dialogue national, une révélation de Maître Djibril Loir, membre de la commission, et d'après la robe noire, l'option du 10 mars est écartée. Nous l'écoutons au téléphone de Papa Lunsar. On a retenu, en fait, je ne voulais pas m'aventurer parce que les avis étaient un peu tranchés, mais je crois bel et bien que ça, c'est des commissions, hein. Donc on propose, et je crois bel et bien que c'est sur la base de différentes situations, pour ça, des cas de figure aussi, hein, parce que ça, la situation est un peu inédite. Donc c'est un pas du 2 juin, il n'y a qu'un pas du 15 juin, mais certains c'est révisé pour le 2 juin pour le moment. Donc l'un comme dans l'autre. Ce qui est sûr, maintenant, l'option maintenant du 10 mars, je crois que ça ne me semble pas possible quand même. Parce qu'on ne peut pas écourter ce qu'on peut vouloir une chose et son contraire. Dire qu'on va essayer quand même au moins de raccourcir la durée de la campagne, ça pose un problème. Parce que l'élection, comme on le dit, c'est la rencontre de personnes avec son peuple quand même. On ne peut pas chaque fois dire que la Constitution a été violée et de l'autre côté trouver une substitut, ne serait-ce que pour aller aux élections. En ce qui concerne la requête des candidats recalés, la commission chargée de réfléchir sur la date de la tenue de l'élection a fait savoir qu'elle n'était pas contre une reprise partielle du processus électoral. Et pendant ce temps, l'autre commission conduite par le ministre des Affaires étrangères, le professeur Ismaïla Madior Fall, s'est-elle penchée sur l'après-2 avril. Ses membres ont tranché en faveur d'une transition dirigée par le chef de l'État Macky Sall, qui reste donc au pouvoir jusqu'à l'installation de son successeur. Voici à ce propos les explications du professeur Mounir aussi. Les hypothèses sont multiples. Après le 2, s'il ne démissionne pas, l'article 39 de la Constitution ne peut pas prévaloir, parce que le président de l'Assemblée nationale ne peut suppléer au président de la République qu'en cas de démission, de décès ou d'empêchement. Mais l'article 31, alinéa 2, parle de vacances du pouvoir, même si les mêmes conditions sont retenues. Mais si la vacance est actée par le Conseil constitutionnel, le président en exercice est obligé de rester en vertu de l'alinéa 2 de l'article 36, qui voudrait qu'un président ne quitte le pouvoir qu'après l'installation de son successeur. Donc, comme le dernier mot appartient au Conseil constitutionnel, on lui laissera le soin de voir si le président ne prend pas un jour de vote avant le 2, la situation qui s'imposera après le 2 serait du ressort du Conseil constitutionnel, qui, encore une fois, est le régulateur des pouvoirs publics et le seul interprète officiel de la Constitution. Ces décisions s'appliquent à tous les pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, et produisent des effets erga omnes, comme on dit en droit, qui s'appliquent de manière immédiate et à tous.
C'est pourquoi, au nom de l'état de droit, au nom de la non-fragilisation de cette institution, il serait bien de se soumettre à sa décision. Le dialogue national qui s'est ouvert hier au Centre international de conférence Abdou Diouf, 2 jours de concertation voulue par Macky Sall pour trouver un consensus sur le processus électoral et sur sa succession. La rencontre a réuni plusieurs membres de la société civile, des acteurs politiques, mais également des autorités religieuses. 16 des 19 candidats validés par le Conseil constitutionnel ont décidé de boycotter cette rencontre. Qu'en pensent les Sénégalais? Et quel est l'avis des Sénégalais sur ce dialogue national? Tentative de réponse dans ce reportage d'André Anta Diop. Le rendez-vous initié par le président. Le mot dialogue est très en vogue actuellement au Sénégal, sur la scène politique ou dans les familles. Le rendez-vous initié par le président Macky Sall au menu des débats ici à la place de l'Obélisque. Ce dialogue ne semble pas rassurer une certaine partie de la population. Chez ce sexagénaire, c'est toujours le flou. Affaire du dialogue, il faut ñu xaar ba mu jeex. D'ailleurs, bon, ni mu commencé ni c'est pas tellement intéressant. Pour y voir plus clair, il va falloir qu'on attende la fin, parce que jusqu'ici, il n'y a rien d'intéressant. Je pensais que les 19 candidats seraient présents, mais ils ne sont pas venus. Nous aimerions vraiment les voir aujourd'hui. Léegi ñoo ngi leen di xaar ba tey ñu dégluwaat leen xool lan la ñuy wax. Trouvé dans son atelier, ce tailleur estime que ces concertations devraient se faire uniquement avec les candidats retenus par le Conseil constitutionnel afin de trouver une date pour l'élection présidentielle. Le seul discours que j'ai trouvé intéressant, c'est celui de l'évêque. Avec les autres, on sentait vraiment des discours partisans. En plus, le dialogue ne devait pas se passer comme ça. Les concernés sont ces candidats qui ont validé leur candidature. Donc c'est seulement eux qui devaient être convoqués. Ce menuisier n'a rien raté de ce dialogue national. déglu naa déclaration président bi déglu naa Thione Niang déglu naa Ahmed Khalifa Niass déglu naa Grand Serigne de Dakar. Cette rencontre est tout sauf un dialogue. Man jàpp ma ni dialogue la parti bu gën a am importance pour man. On ne peut vraiment pas dire que c'était un dialogue. La partie la plus importante de l'opposition était absente. En plus, le président n'a fait qu'imposer ce qu'il voulait depuis le début. Il nous impose sa loi d'amnistie et il n'y aura pas d'élection avant le 2 avril. ñi fa doon wax yëpp da ngay dégg ay 2000 da ngay toog fii ba 2027 ak du non démb mooy loolu. Le président attend les conclusions du dialogue pour annoncer une date. Les citoyens rencontrés disent prendre leur mal en patience, mais ne cachent pas leur inquiétude. Un reportage de Khadijatou Ndat Diouf, décryptage à présent du discours du chef de l'État Macky Sall lors du dialogue national. Macky qui tente de rester ferme malgré ses appels au dialogue, un ton nerveux qui peine à dissimuler une certaine frustration selon Dr Demba Gueye, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et spécialiste en analyse de discours. Il est joint par Amadou Bari. Quelque part, Macky Sall n'a pas obtenu ce qu'il voulait exactement. Macky Sall, c'est le personnage qui veut coûte que coûte obtenir ce qu'il veut. Il ne tient pas compte de son vis-à-vis, de la position de son adversaire. Il n'accepte pas la défaite dans ses entreprises. Même si ces entreprises doivent être des activités concertées, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui un dialogue politique sans pour autant tenir compte de la position et des intérêts de ses adversaires. Et c'est là où le comportement de Macky Sall pose problème. Il ne tient pas souvent compte des intérêts et des exigences de ses adversaires. Il vient avec ses règles, il fixe ses règles, et si on ne respecte pas les règles, Macky Sall s'énerve. Et c'est ce qui s'est passé, comme je vous l'ai dit, lors du dialogue de 2023, avec ces fameuses expressions. On retrouve ces mêmes expressions. Tout simplement parce qu'encore une fois, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il n'a pas pu trouver l'adhésion de la classe politique.
avec un camouflet extraordinaire, l'absence de pratiquement tous les candidats, ce qu'on appelle les candidats validés, qui n'ont pas répondu à l'appel. Cela l'a énormément frustré. Si Macky Sall avait été satisfait du panel d'hier, de ce qui était présent hier, je pense qu'on n'aurait pas vu ces comportements qui relèvent véritablement d'un énervement qu'il a très mal caché au public. Question. Le dialogue est-il une tradition dans nos maisons, au sens plus large, dans nos familles? Comment est-ce que certaines situations sont gérées? Quelle est l'importance de dialoguer dans une famille? La famille sénégalaise est-elle vraiment une famille de dialogue? Des questions qui ont été posées à certains citoyens. Leur réponse dans ce reportage d'Indéane Diop. Le mot dialogue est très en vogue actuellement au Sénégal. Sur la scène politique ou dans les familles, c'est le même procédé. Croisé à Grand Dakar, Cheikhna Cheikh Sadi Bouba privilégie le dialogue pour le règlement des conflits familiaux. Quand tu réunis ta famille au sein de la maison, la première chose que tu dois faire, c'est d'aborder le sujet. Ensuite, trancher en faveur de la vérité. C'est ainsi que les problèmes sont réglés dans les familles. Cette mère de famille réunit chaque dimanche sa famille. Elle pense que le dialogue doit se faire tout le temps et pas seulement lorsqu'il y a conflit. Chez moi, toutes mes filles vivent dans leurs foyers respectifs. Cependant, chaque dimanche, elles se réunissent pour échanger. C'est une pratique que nos parents nous ont inculquée et je suis convaincue que si chaque chef de famille dialogue fréquemment, cela contribuera à prévenir les conflits. Le dialogue n'est pas nouveau dans notre société et toutes les familles règlent leurs problèmes par le dialogue. Dans notre société, quand il y a un problème, c'est la norme dans les familles et partout. C'est le seul moyen de régler les conflits. Le dialogue en famille est une approche de convergence des opinions des membres d'une même famille autour d'un sujet. Dans la société sénégalaise, la plupart des gens pensent que dialoguer est nécessaire pour éviter les problèmes familiaux. Et ce mardi, dernier jour de dialogue, avait été décrété par la plateforme d'organisation de la société civile Arsun Élection, journée ville morte. Un mot d'ordre pas du tout suivi dans certains marchés de Dakar, comme à Sandaga par exemple, où toutes les boutiques sont restées ouvertes et pour les commerçants, impossible de suivre à cause de l'impact sur leur chiffre d'affaires. Mamsey Nebou et Seliman Diallo. Le marché Sandaga garde son ambiance habituelle. Les boutiques ont ouvert leurs portes. Le mot d'ordre de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal n'a pas été suivi ici. L'information ne semble pas avoir passé, c'est du moins l'avis de ce commerçant. Nous n'étions pas au courant de cette grève. Et d'ailleurs, tous les magasins ont ouvert ce matin. Peut-être aussi que les autres n'ont pas reçu l'information. Même s'il est contre le report de l'élection, cet autre commerçant ne peut pas se conformer à la volonté de l'Axis. J'ai envie de participer à ce combat, mais je ne peux pas, car il y a des charges qui m'attendent au quotidien. Le fait de fermer boutique va avoir un impact. Après Sandaga, direction Centenaire, le constat est le même. Les commerçants sont bien sur les lieux en attendant les clients. Mbaïnian, l'un d'entre eux, demande à la dite association de réorienter son plan d'action. Tous les Sénégalais sont contre le report des élections. Ce n'est pas que l'on ne veut pas fermer nos boutiques, c'est ce travail qui nous permet d'assurer la dépense quotidienne. Il faut revoir la méthode de lutte. Les syndicats des travailleurs membres de la plateforme Arsun Élection décrètent une journée ville morte, mais sur le marché, le mot d'ordre n'est pas encore suivi.
Ce reportage de Seynabou Babou met un terme à ce chapitre consacré au dialogue. Et puis cela fait plus d'un an qu'ils réclament leur intégration. Il s'agit des élèves de la 10e promotion des agents du service de l'hygiène admis au concours depuis novembre 2022. Au nombre de 100, ils se sont donné rendez-vous ce matin devant le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour exprimer leur désolation. C'était en présence d'Aïsatouka. Aujourd'hui, lorsque nous sommes venus, la police nous a malmenés. Ils ne nous ont même pas laissé le temps de faire quoi que ce soit. Ouais, ils ont d'ailleurs même blessé un de nos collègues. La situation a été tendue entre les étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social et les forces de l'ordre, mais les premiers nommés ont quand même réussi à tenir leur sit-in. C'est le collecte des 100 élèves agents d'hygiène qui étaient admis au concours du service d'hygiène depuis novembre 2022. Le concours a été organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous voilà 1 an, 6 mois jusqu'à là où nous parlons. On n'a aucun retour venant de la part des autorités. Au moment où nous vous parlons, nous avons eu à traverser toutes les différentes institutions, que ce soit le ministère de la Santé, le NDS, même au niveau du Parlement présidentiel, pour lui parler de notre cas. 1 an, 6 mois déjà que ces étudiants attendent le démarrage de leur formation. Le porte-parole du jour balaye d'un revers de la main les motifs évoqués par les autorités. Je rappelle avant toute chose que pour les 100 qui ont été pris, c'est le président, son excellent monsieur le président de la République, avec l'ISEFA, division et information des armes, et le responsable de l'hygiène qui était parti au niveau de l'école pour voir l'état de l'école. Ils ont su que l'école peut prendre jusqu'à plus de 100 éléments. Parce qu'auparavant, l'INDES ne prenait que 25 voire 30. Vu qu'ils ont vu l'école que peut prendre jusqu'à 100, l'année qui suit, ils ont eu à prendre 50. Ils ont dit pourquoi pas ne pas augmenter. Ils ont eu à augmenter. Devant l'excellent monsieur le président de la République, à Lucie, ils ont eu à voter un budget. Un budget que mon collègue, mon promotion a prononcé, une valeur de 300 millions. Je ne peux pas concevoir au moment où nous ne sommes que 100, les autres corps paramilitaires forment chaque année 1000 voire 2000 élèves gendarmes ou 2000 élèves agents policiers. Nous ne faisons que 100. Ils nous parlent d'un problème de budget, d'un problème de logement. Les étudiants de l'École nationale de développement sanitaire et social sont plus que déterminés à aller jusqu'au bout de leur combat afin d'obtenir gain de cause. Et puis hier, la cité Khandar a été le théâtre d'une descente musclée des forces de défense et de sécurité. C'était en réponse à une série d'agressions enregistrées dans le quartier, plusieurs arrestations parmi lesquelles des femmes. Elles ont par la suite été libérées. Les habitants de ce quartier réclament avec insistance l'implantation d'un poste de police. Reportage sur place, Aïsatoukan. La descente musclée des forces de l'ordre s'est soldée par des arrestations jugées arbitraires, comme le considère cette femme arrêtée et embarquée à la gendarmerie. Le mécanicien du coin, visiblement secoué, estime que les forces de l'ordre se sont trompées de cible. Ils sont venus et ont saccagé les lieux d'honnêtes citoyens. Des hommes et des femmes ont été arrêtés puis libérés ce matin. Ce n'est pas normal. Sur l'allée qui serpente la cité Khandar, un charretier trouve une lueur d'espoir dans la ronde des gendarmes. Je crois que toute personne qu'ils arrêtent est impliquée ou complice. Je salue l'action menée par les forces de l'ordre. Les policiers ne sont pas souvent ici et les bandits quittent souvent les lieux avant leur arrivée. Hélas, la quiétude apparente est de courte durée. L'imam de la mosquée avoisinante demande l'implantation d'un poste de police permanent. Les gendarmes sont intervenus avec leurs bulldozers et plusieurs véhicules. Ce qui est positif cependant, il serait essentiel qu'ils établissent un poste de police ici pour veiller à notre sécurité au quotidien. L'opération policière à la cité Khandar soulève des questions sur l'équilibre délicat entre maintien de l'ordre et respect des droits individuels. La communauté espère un changement qui apportera sécurité et sérénité.
Allons à présent à Kolda, où la municipalité a lancé un programme d'élimination des abris provisoires. Dans cette zone, la bataille pour l'accès des enfants à l'école est pratiquement gagnée, même si les conditions d'enseignement et d'apprentissage restent à désirer. Seydou Diatta. Depuis la rentrée des classes en octobre dernier, la municipalité de Kolda s'est fixé le pari d'améliorer les conditions en milieu scolaire pour les enseignements apprentissages de qualité. En dépit de la disponibilité des fournitures scolaires à temps, le maire El Hadj Mamboy Diawo a lancé la croisade contre les abris provisoires. C'est un marché qui nous a été notifié par le maire de la commune de Kolda, qui se trouve être le président Mamboy Diawo. Donc les travaux ont été réalisés en un mois et l'ouvrage a été livré. On a respecté les protocoles du cahier de charges et tout a été fait dans les délais. 3 salles de classe, 13 blocs dizaines. Présentement, nous sommes à Gadapara application. La salle de classe, nous l'avons construite en 25 jours et on a rendu les clés au directeur. On ouvre de soulagement pour les enseignants ainsi que les parents d'élèves heureux de voir enfin leurs enfants quitter les salles de classe faites de matériaux de fortune. Je vous autorise à faire le tour des salles de classe. Vous verrez que le maire nous a vraiment ôté l'épine du pied en nous donnant ce joyeux. L'année dernière, on était obligé de repousser certains parce qu'on n'avait pas de local. Cette année, avec l'appui de la mairie, ils nous ont construit une salle de classe en un mois. Nous ne pouvons jamais remercier assez le maire. Ça a été quand même une vieille doléance. Aujourd'hui, si nous regardons l'école maternelle de Gadapara, nous sommes à 6 classes et toutes les 6 classes étaient en abri provisoire. Vraiment, cette salle de classe est un ouf de soulagement. Cette classe que vous voyez va abriter 2 groupes pédagogiques, autrement dit les 2 grandes sections qui sont dans l'abri provisoire qui est à côté. L'enfant, c'est l'avenir de demain. L'ayant compris ainsi et soucieux de leur devenir, El Hadj Mamadou Diawo ne cesse de les accompagner. C'est pourquoi d'ailleurs il a mis à la disposition de cette école-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette infrastructure, d'une très belle salle de classe, leur permettant vraiment de travailler dans d'excellentes conditions. Entre autres défis, la généralisation de la disponibilité de l'eau courante en milieu scolaire. Une fois de plus, les autorités en charge du secteur invitent à la conjugaison des efforts pour le bien-être des enfants. Depuis le 24 février jusqu'au 3 mars, Paris accueille la 60e édition du Salon de l'agriculture. Notre pays, le Sénégal, y est bien représenté, un rendez-vous important pour exposer les produits locaux, mais également un moment d'échange et de partage d'expertise selon Sohibou Gueye, directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs, qui plaide pour la transformation des produits locaux. Je vous propose de l'écouter. Mais les innovations, naturellement, ce n'est plus une question de quantité de produits offerts. L'objectif aujourd'hui du Conseil, c'est de faire en sorte que les produits agricoles ne soient plus exportés en l'état, mais que ces produits-là connaissent un apport de valeur ajoutée locale au niveau du Sénégal, parce que c'est le seul moyen pour notre pays de résorber l'offre de main-d'œuvre qui se présente chaque année sur le marché du travail. Nous pensons que l'exportation des produits agricoles, des produits miniers, des produits halieutiques en l'état doit être derrière nous. Résolument, nous devons tendre vers une transformation locale des produits avant exportation. Et le second défi qu'on pourrait ajouter, c'est assurer la permanence de notre concours à côté de l'initiative privée et diversifier l'offre d'appui que nous pouvons offrir à l'initiative privée au secteur. Et puis ce mardi, l'équipe de Réussir au Sénégal nous emmène à la rencontre de Abdoulaye, un jeune homme qui s'active dans la commercialisation de parfums, mais également dans la vente et la location de véhicules. Son parcours et ses journées à découvrir avec Aïssatou Kane. Dans une des ruelles du quartier Médina, Abdoulaye s'approvisionne en parfums dans l'une des parfumeries locales pour ensuite les revendre. En plus de son activité dans le commerce de costumes africains, ce jeune homme dynamique s'investit également dans la location et la vente de voitures.
Bien qu'il soit engagé dans diverses entreprises, Lai consacre particulièrement ses efforts à la parfumerie. Chaque soir, il expose sa collection de parfums sur la corniche. Animé par une passion précoce pour cet univers olfactif, Lai a décidé dès son plus jeune âge de réussir. Il y a des personnes qui, à chaque fois que tu passes, ils te disent « Abdoulaye, ça va, mais tu sens bon. Ce parfum, c'est à combien ?» Donc tu sais que tu peux te faire de l'argent par rapport à ce que tu utilises. C'est pour ça que j'ai commencé à vendre le parfum petit à petit. Ayant quitté l'école après le BFM, il a suivi une formation en architecture pendant 2 ans avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans mon quartier, il y a des jeunes qui travaillent, qui ont leur diplôme et qui ont étudié. Donc je me suis dit qu'il n'y a pas que l'étude qui peut t'aider à réussir dans la vie. Tu peux te concentrer sur quelque chose que tu aimes, sur quelque chose dont tu es passionné. Donc c'est à ce moment-là que j'ai su que j'aimais les parfums, j'aimais vendre les voitures. Et il y a des amis qui t'appellent, qui sont en Europe, s'ils viennent en vacances pour louer des appartements et tout ça, vendre de terrain et tout ça. Donc je me suis mis pour m'approfondir et réussir sur ça. Dépourvu de financement et de capital propre, Lai a commencé son activité à partir de 0 francs. Pour mes débuts, je me suis dit que il y a tout le monde qui dit que j'ai débuté avec 15 000, comme je vous l'avais dit, 1000 francs ou qu'importe. Mais je me suis dit que je vais débuter sans rien. Mais on m'a quand même aidé. L'aide, ça ne venait pas financièrement, mais par matériel. On m'a donné des parfums pour que je vende. Et en retour, après, quand j'ai eu mon bénéfice et tout ça, j'ai commencé à acheter d'autres parfums pour pouvoir vendre d'autres parfums et aller par moi-même. Sur la corniche, il élargit son réseau malgré les défis liés au transport et à l'insécurité. J'en suis à ouvrir une boutique. Une boutique qui est dans mon quartier. Donc je suis venu ici pour me faire connaître petit à petit. Et comme on le dit, si tu te fais connaître, tu pourras t'en sortir après. Parce qu'il y a seule la connaissance, comme on le dit aujourd'hui, Link, peut t'aider à réussir. Il n'y a que ce moyen de transport que je n'ai pas et que je sais que, Inch'Allah, que ça va venir. Mais c'est le seul problème que je rencontre. À part le moyen de transport, ça va. Parce que des fois, tu descends à 3h, 4h du matin. Tu n'as pas de véhicule, tu n'as pas de taxi. Donc tu es obligé de prendre tes bagages, ramper pour toi-même et aller à la maison. Il y a un manque de sécurité, mais si c'est ce manque de sécurité qui va t'empêcher d'avancer, tu ne vas jamais avancer. Son commerce prospère au point qu'il envisage d'ouvrir une boutique de parfumerie à Médina, baptisée Zero Luxury, en hommage à son défunt meilleur ami. Machallah, je m'en sors petit à petit, mais je dirais aussi qu'il y a la connaissance qui est la base. Il y a mon projet de boutique que je vais ouvrir, Inch'Allah, bientôt. C'est un chantier qui est dans mon quartier, Inch'Allah, bientôt. Mais on est dans les travaux. Donc c'est pour ça qu'on est là. Et ce message que j'ai à donner aux jeunes, c'est juste de faire tout pour réussir. Dans cette aventure entrepreneuriale, Lai a su transformer chaque fragrance en un symbole de succès. Sa quête incessante de réussite contre vents et marées résonne comme une ode à la détermination et à la création de son propre parfum de succès. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur emedia.sn. Tout de suite, le retour sur l'actualité. Erissa avec Baba Ndiaye. Bonne suite des programmes.